Dans les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui attire beaucoup de curiosité, mais son travail fait d'elle quelqu'un de distingué. Bonjour Paul. Bonjour. Comment tu vas? Assez bien. Dis-moi, ça va, moi ça va. Tant que tu es face à moi pendant 10 minutes, ça va très bien. Dis-moi, au quotidien, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu sembles mettre tout le monde d'accord autour du fait de travailler dans les normes, travailler selon une direction un peu plus formelle. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour mettre les gens d'accord? J'aimerais d'abord dire ceci, c'est que j'ai reçu une formation de comptable en comptabilité, en fiscalité et en droit. Ok. Je me suis lancée dans le domaine comptable et je me suis rendu compte en fait que beaucoup de clients, beaucoup de contribuables, beaucoup de Camerounais en activité ne saisissaient pas exactement ce qu'ils devaient normalement faire pour être en activité légalement. Tout à fait. Ils n'ont pas saisi, ils ne le saisissaient pas et ils ne comprenaient pas non plus pourquoi est-ce que c'était important. Selon eux, ils pensaient que, en principe, payer des impôts, c'était plus un fardeau. Et ça, c'était parce qu'ils ne comprenaient pas. Et beaucoup d'autres professionnels avant ne prenaient pas le temps d'expliquer. Ça fait. Et quand quelqu'un ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il exécute une tâche, ou bien pourquoi est-ce qu'il fait quelque chose, ou pourquoi est-ce qu'il a une obligation, il ne peut pas être content. Il ne peut pas se lancer dans... Oui, voilà. il ne peut pas être content Tout à fait. de faire ce qu'il doit être. Et une charge qu'il ne comprend pas. Par exemple. Donc, sur plusieurs années, je me suis rendu compte de cela. On a commencé avec nos propres clients hors réseau. Mais à un moment, je me suis dit, ok, j'ai décidé de digitaliser mon entreprise, votre consulting. Et je me suis rendu compte que les gens, c'était pas trop ça. Ils n'étaient pas intéressés, ils ne comprenaient pas. Ce que j'ai commencé à faire, c'est de démystifier la fiscalité. Tout à fait. Démystifier. En quel sens? Il faut expliquer aux gens que la fiscalité est un peu comme un démon, quoi. Un démon qui fait fuir. Démystifier, justement, parce que quand vous dites à un contribuable que il faut payer des impôts, il faut se mettre en règle, il faut formaliser son entreprise. Du premier coup, pas du tout. J'abandonne. C'est pas ça. Parce que la pression fiscale. Je préfère travailler dans l'informel, dans l'obscurité, et que les impôts ne sachent rien de moi, sinon j'aurai des problèmes. Donc ce que j'ai fait, j'ai d'abord commencé à expliquer davantage. Démystifier comme tu disais tout à l'heure. À expliquer d'abord l'avantage même déjà de la formalisation. Les avantages. Pourquoi est-ce qu'on doit formaliser son entreprise? Quel avantage, quel bien ça peut faire pour nous, pour notre vision d'entreprise. En tant que porteur de projet. Pour notre vision d'entreprise et ce que ça peut nous apporter dans l'avenir. Quand ils ont commencé à comprendre ça, j'ai commencé beaucoup plus avec les petits contribuables. Commencer avec les petits contribuables en leur expliquant comment un peu l'administration fonctionne, comment ça se passe avec les impôts, quel impôt, tel impôt, qu'est-ce que c'est quoi le taux d'imposition. Donc au fil du temps, beaucoup de personnes à mon contact ont commencé à comprendre exactement comment ça marchait. Et une fois qu'ils ont compris comment ça marche, et ils savent, parce que ce sont des personnes quand même raisonnables, ils savent que, bon, si je veux aller plus loin, il faudrait que j'ai une entreprise formée au Cameroun. Si je veux viser l'international, il faudrait que j'ai une entreprise formée au Cameroun. Bon, maintenant, beaucoup sont OK avec la formalisation. La suite, c'était qu'il fallait leur montrer comment minimiser de façon raisonnable leur charge fiscale sans pour autant entraver la loi. La loi, tout à fait. Okay. C'est ce qui s'est passé. Donc, quand ils ont compris ça, ils ont compris qu'en fait, payer même, c'était pas grand chose à payer. C'est pourquoi tout le temps maintenant, chacun est prêt à formaliser son entreprise et à payer les coûts. Oui, dis-moi un peu, là, on comprend de mieux en mieux et je pense que c'est une méthode pédagogique qui a longtemps manqué quand même. Ça a longtemps manqué. Et s'il faudrait qu'on applique ça
au secteur un peu compliqué qui est la restauration. Tu comprendras très vite pourquoi mon interrogation, parce que on a l'impression que la restauration, déjà que c'est un métier qui en lui-même souffre de certaines épines, mais qui fonctionne généralement en marge de la normalité. Est-ce que, à ton avis, ce n'est pas l'une des raisons qui fait que la restauration ne soit pas très prise au sérieux au Cameroun, le fait de son effort, un aspect trop informel? Bon, moi, je pense que la restauration est prise au Cameroun comme est toujours attaquée sur ce point d'informel là, parce que ceux qui font la restauration ne comprennent pas que ça peut être qu'ils peuvent implémenter ça sur une entreprise. Ça veut dire qu'ils n'ont pas une grande vision de leur propre projet. De leur propre projet. Ils ne voient pas ça en projet. En général, ce sont des personnes qui pensent toujours qu'elles sont en transition pour un meilleur emploi dans leur vie. Tout à fait. Ce qui n'est pas juste, parce que si un Camerounais se lance dans la restauration, il parvient à faire énormément de chiffres et de bénéfices. Je ne vois pas pourquoi il prendrait comme un transit. Devrait laisser ça pour trouver un emploi qui ne lui rapportera rien du tout. Parce qu'il faudrait qu'on se le dise, quand on travaille, c'est pour avoir de l'argent, pour pouvoir nourrir sa famille, pour pouvoir payer ses charges quotidiennes, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se construire une maison, pour pouvoir envoyer ses enfants à l'école. Donc si déjà on a une source de revenus, pourquoi chercher une prétentieuse prétendue? Et puis il faut savoir que même si nous sommes allés à l'école dans un certain domaine d'activité, en entreprenant, ce n'est pas obligé d'être dans le même domaine. Un chef d'entreprise, un directeur d'entreprise. Il n'est pas obligé d'investir dans le domaine de l'académie. N'est pas obligé forcément d'avoir pour activité d'entreprise ce qu'il a appris à l'école. Son cursus, voilà. Ce qu'il a appris à l'école. Voilà. Donc ça peut être que vous décidez de vous lancer dans la restauration, vous n'êtes même pas cuisinier quoi que ce soit, mais vous montez un projet d'entreprise où vous employez les personnes qui ont les compétences techniques requises. Et vous, ce que vous faites, vous gérez juste. Tout à fait. Vous gérez juste. Parce que je pense que très souvent, c'est même la meilleure forme de projet en restauration. Que celui qui soit même à la tête ne soit pas nécessairement un gestionnaire, qu'un technicien. Dis-moi un peu, l'avis du manager, hein, il est dit que la cuisine est une activité domestique. En fait, très peu considèrent comme un métier, une profession. Parce que la plupart du temps, on te dira, j'ai appris ça de ma grand-mère, de ma mère, donc en fait, c'est comme, c'est évident quoi, de cuisiner. Est-ce que ça, dans les gènes, dans l'ADN du manager, ça ne bloque pas quelque part? Le fait qu'il reçoit ça comme une sorte d'héritage, la technique de cuisine, et du coup, il se dit, bon, je peux manager ça de façon aussi naturelle que ça. Pour répondre, je vais juste prendre l'exemple sur moi. Moi, je n'ai pas fait de comptabilité à la base, ce qu'il faudrait savoir. Je ne savais pas qu'un jour je devais me retrouver en train de parler de fiscalité, de maîtriser la fiscalité au temps. Quand j'ai commencé en droit. Je devais normalement être avocate au barreau du Cameroun. Mais, pour des raisons personnelles, j'ai décidé de tout arrêter et de me lancer là. Pourquoi je me suis lancée dans la comptabilité? Parce que je suis née dans la comptabilité. Ça veut dire depuis le primaire, papa était comptable, on a appris. Ça veut dire quasiment tous les membres de ma famille savent. Au moins les rouages de la comptabilité et de la fiscalité. Donc quand je me lance, c'est la même chose avec quelqu'un qui a fait restauration et appris de sa grand-mère. Maintenant, ça dépend aussi de la vision de celui qui reçoit. Moi, j'ai décidé de faire comptabilité et pour suivre les pas de mon père pour que ce que mon père a passé du temps à faire ne s'éteigne pas. Et maintenant, tu mets du tien avec... Voilà, avec des améliorations, tout ce que j'ai appris à l'école et les technologies, tout ça. Bon, c'est pareil pour quelqu'un qui apprend à cuisiner au travail de sa grand-mère. Maintenant, ça dépend. Est-ce que si la personne a pour vision, par exemple, de continuer les astuces de cuisine que sa grand-mère avait, si elle a pour vision de faire
de partager ça. De ne pas éteindre la flamme. De ne pas éteindre la flamme et de continuer. Parce que il ne faudrait pas qu'on se mente chaque cuisinier. Moi, je suis une femme de cuisine chez moi. Chaque cuisinier a sa langue de cuisine. Tout à fait. Et souvent, c'est un talent, c'est un don même. C'est un don. Il ne suffit pas juste d'apprendre. Ce qui fera que le cuisinier se démarque, c'est aussi cette valeur ajoutée. Tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on dit dans les livres de cuisine, il faut tourner, mais parfois tout le monde tourne, mais ça ne donne pas. Parce que tourner en même temps, le contenu de tourner dépend de ceux qui comprennent ce tourner. Voilà. Et de ses aptitudes, de ses dons et de ses talents. Tout à fait. Je voudrais, en même temps, il faut rappeler que tu es à la tête d'une couveuse, d'une couveuse d'entreprise. En effet. Voilà, pour les jeunes porteurs de projets, par exemple la restauration, en quoi est-ce que la couveuse peut être d'une importance quand même? En général, la couveuse d'entreprise, c'est pour des projets. C'est quoi que... Pour tout type d'activité. Tout type d'activité. Parce que l'idée de la couveuse, c'est d'amener le porteur de projet à lancer son activité. Parce que le couvé, même déjà, qui doit être en couveuse, doit déjà avoir commencé son activité de façon informelle sur le public. Maintenant, quand il entre en couveuse, le but pour nous, c'est de faire grandir et de développer son entreprise. Lui donner lui communiquer des bonnes aptitudes de gestion, permettre de savoir organiser, parce que de voir plutôt son projet comme une entreprise, parce que très peu voient ce qu'ils font comme une entreprise. Et c'est souvent très limitatif parce qu'ils ne voient pas à long terme. Il voit à court terme et après il se plaint que son projet d'entreprise ne va pas plus loin ou bien n'a pas marché après 2 ans. Tout à fait. Généralement, en restauration, l'espérance de vie c'est entre 6 mois et 12 au Cameroun. C'est ça. Mais, attends, on va peut-être boucler par là parce que là j'ai suivi un de tes posts qui m'a beaucoup intéressé où tu expliquais que beaucoup de porteurs de projets ont souvent l'impression, et c'est pas une impression, c'est une réalité, de perdre leur projet une fois qu'il y a des investisseurs. C'est-à-dire que tu parles d'actionnariat, et généralement ça c'est le bas qui blesse parce que celui qui a sa main de cuisine, généralement quand il a l'impression que j'ai besoin de 20 millions, bon il n'en a même pas 2, et qu'il y a un mec qui va mettre 18 millions, c'est clair que le mec qui met 18 millions, quelque part, devient un peu un copropriétaire, parfois même plus propriétaire que lui. Et ça, c'est pas la partie qui blesse souvent dans la partie formalisation. Ce qu'il faudrait d'abord dire, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent aller trop vite, très rapidement. Parce qu'il faudrait qu'on sache que c'est normal de commencer petit et d'aller pas à pas. Il faut même respecter ce temps-là. Tout à fait. C'est très important. C'est la période durant laquelle on échoue et on reprend. Et en échouant, on apprend énormément. Ça veut dire qu'on retient les bonnes aptitudes, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Au moment où il faut le faire. Au moment où il faut le faire. C'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, parce que beaucoup de personnes veulent aller vite, très loin, veulent une grande visibilité. Ils veulent être adultes à par l'âge exemple, de les producteurs veulent déjà produire et vendre dans tous les supermarchés. Ils sont souvent approchés par des investisseurs. Et quand ils sont approchés par des investisseurs, ce qu'ils voient la plupart du temps, c'est l'argent qui voilà. Ils ne regardent pas à la contrepartie. Le retour. Je le dis parce que hier, j'étais en séance de travail avec 2 entrepreneurs qui font de très bons produits. Ça veut dire qu'ils sont les seuls, carrément sur doigt, même sur les réseaux sociaux, je n'avais pas encore vu, qui font leurs produits. Sauf qu'ils m'ont dit avoir été approché par un investisseur qui, dès que j'ai écouté attentivement, je lui pose la question de savoir la contrepartie de l'investissement, c'est quoi. Il se regarde. Il n'a même pas pensé à ça. C'est clair. Et c'est clair qu'un investisseur, quand il investit, il veut pouvoir récupérer ce qu'il a investi. Récupérer ce qu'il a investi et récupérer aussi des bénéfices. Parce que ce qu'il veut faire, c'est fructifier l'argent qu'il investit dans la société. Et beaucoup de jeunes porteurs de projets qui se lancent ne voient pas la chose par passion, ne voient pas la chose comme ça.
Quand on leur dit on va investir 18 millions dans votre projet, Ils voient la beauté de leur projet. Ils voient la beauté de leur projet. Ils ne pensent pas à la contrepartie. Maintenant, en termes d'actionnariat dans une entreprise, ça dépend réellement de la vision du porteur de projet. Parce qu'il faudra aussi noter que on peut énormément produire, être sur le marché, mais ne pas faire trop de bénéfices. Tout à fait. Et souvent dans beaucoup de cas, on est petit, on n'est même pas très visible, mais on fait énormément de bénéfices. Énormément de bénéfices. Et le porteur de projet dans cette situation-là doit se poser une question. Est-ce que, en prenant l'investissement, je gagnerai plus, j'aurai plus de bénéfices? C'est la question clé. Est-ce que je serai plus visible ou alors je serai... Même pas de visibilité. Est-ce que mon entreprise fera plus de bénéfices que lorsque j'étais seul dans mon projet? C'est ça. C'est une question que généralement on se pose pas. Oui, c'est ça la clé, parce que ça ne servira à rien de prendre 18 millions d'investissements. Comme tu vois partout, mais que et avant, si vous aviez un bénéfice, un bénéfice de 100 000 francs pour vous seul, que vous soyez à 100 000 francs, vous divisez à... Maintenant, à avoir 100 000 francs et divisé en deux. Ça ne servira à rien. C'est ce genre de choses. Et ça, c'est parfois dans le piège dans la restauration. C'est-à-dire que quelqu'un qui a sa petite cantine scolaire, qui a peut-être 500 000 par an, il dit c'est la cantine, il n'est pas très important, il préfère un gros restaurant ou un prison. Il ouvre à 50 millions et du coup, il voit les mêmes 500 000 se transformer par 6, quoi, on divise par 6. Bon, ça dépendra aussi de la vision du porteur de projet. Il y a des porteurs de projets qui sont prêts à investir autant et récupérer sur plusieurs années. Là, ça veut dire qu'ils font un investissement. Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas en fait pour vivre de leur activité. Peut-être qu'ils investissent pour leurs futurs enfants ou bien pour leur génération future. Ils pensent tous à l'avenir. Ils pensent juste à l'avenir. Là, ils vont économiser, ils vont prendre un gros local à 50 millions. Ils savent que c'est de l'argent gardé et ils savent que demain, s'ils ne sont pas là, au moins leurs enfants ont de quoi. Non, on ne doit pas vivre. Même c'est 30 000 francs. Tout à fait. Tous les mois, on de quoi. Un investissement utile. Voilà. C'est comme construire une maison. Mais maintenant, celui qui décide d'investir juste parce qu'il veut pouvoir vivre de son activité ne peut pas investir de la même façon. Tout à fait. Oh, merci Diane pour ce temps très précieux. Qu'avoir n'est pas facile, avoir 10 minutes avec toi, c'est pas facile, mais tout le monde te dit merci. Parce que dans tous les cas, ce qu'on retient, c'est que il faut éviter d'être adulte à l'heure de la puberté. Il faut vivre la puberté, il faut vivre chaque instant dans son entreprise, dans son projet. Et à l'âge adulte, on sera adulte. C'était Paul Diane. Merci à vous d'avoir suivi et restez sur Future Choc Media. Ce sera un prochain Face à nous. Merci.